En 2011, le philosophe et sociologue Michael Levy faisait paraître Écosocialisme, un recueil chez Mille et une nuits. 15 ans plus tard, soit aujourd'hui, il revient sur cette notion dans un nouvel essai intitulé Étincelle écosocialiste aux éditions Amsterdam, dans lequel il développe chaque aspect de ce projet politique radical et utopique au sens gramscien du terme, on y reviendra, qui prône la décroissance face à l'urgence climatique, un mouvement pluriel, convergent mais aussi parfois contradictoire, qui pointe les lacunes à gauche d'une vision marxiste, trop productiviste, négligeant les enjeux environnementaux, comme l'avait déjà souligné le philosophe Walter Benjamin il y a plus d'un siècle. Bonsoir Michael Levy. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous venez donc de faire paraître Étincelle écosocialiste. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Moi, quand je suis dans la rue, je prends l'exemple des SUV. On dit l'écologie, c'est punitif. Là, je ne vous parle pas d'un truc qui prive de choses des gens. Je vous demande d'arrêter, de donner envie à des gens de consommer des trucs qui ne les rendra pas plus heureux, qui sera d'ailleurs plus accidentogène. On n'a pas besoin d'une voiture qui est faite pour traverser le Kenya, pour traverser le 15e arrondissement de Paris. Ça n'enlève rien aux gens. Mais on continue de leur faire croire qu'avec ça, ils seraient plus heureux. On donne un statut social au fait de prendre l'avion, au fait d'avoir des super grosses voitures. Qu'est-ce qu'ils nous diront, nos enfants? Il sera trop tard. Moi, je vais vous dire, on fait de la pub tous les jours pour des SUV qui sont en harmonie avec la nature. Tu les vois, franchement, ces pubs sont très bien faites. Soit les gens s'endettent pour s'acheter un truc qui ne les rendra pas plus heureux, soit ils sont frustrés de ne pas pouvoir se l'acheter, donc ils sont en colère contre le monde entier. Si on n'est même pas foutu d'interdire la publicité pour les trucs climaticides, en fait, on ne va pas aller bien loin. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, beaucoup de choses qui posent question dans les propos qu'elle tenait dans l'émission C'est ce soir, le 12 novembre dernier. Michael Levy, est-ce qu'il y a déjà dans cette pensée les prémices de ce que vous définissez, vous, comme l'écosocialisme ? Oui, sans doute. Je pense que tout ce qu'elle a dit, je le partage et c'est qu'elle propose aussi. Hein. Nous sommes là tout à fait d'accord. Simplement, l'écosocialisme va un peu plus loin. Hein, c'est-à-dire, on ne se contente pas d'énumérer un certain nombre de mesures qui sont effectivement nécessaires et urgentes, dont elle a parlé, mais on propose quelque chose de plus radical, qui est un changement de paradigme. Hein, un vrai changement de paradigme qui concerne l'économie, la société, les valeurs éthiques, la politique, etc. Parce que nous croyons que le système économique actuel, ou mieux la civilisation capitaliste industrielle moderne, nous conduit à une catastrophe sans précédent dans l'histoire humaine, qui est le réchauffement global, le changement climatique, déjà échappant à tout contrôle. Nous sommes convaincus, nous les écosocialistes, que la question écologique en général et la question du climat en particulier, ce n'est pas un problème parmi d'autres, hein. C'est la question politique et éthique principale du XXIe siècle. Et donc, il faut repenser l'économie, la société, la politique, le socialisme lui-même, il faut le repenser autrement, en fonction de ces défis qui est nouveau, qui est un défi de dernière décennie. On va revenir bien sûr, pardonnez-moi de vous couper, on va revenir bien sûr sur ce changement de paradigme que vous explicitez dans votre livre, mais un retour quand même sur ce que disait Marine Tondelier, puisque vous sembliez tout embrasser dans ces propos. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée selon laquelle certaines choses, notamment là elle parlait de la voiture ou des SUV, rendent les gens malheureux? Est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est aux politiques, aux intellectuels de définir ce qui rend les gens malheureux? Est-ce que ce n'est pas aux gens eux-mêmes de savoir ce qui les ennuie ou ce qui crée chez eux du désagrément? Oui, bien sûr. En dernière analyse, c'est les gens eux-mêmes qui doivent décider quels sont leurs besoins. Mais la société, dans son ensemble, a aussi le droit de décider que certains types de voitures sont responsables d'une pollution qui est une atteinte à la santé, hein, qu'elles émettent des quantités énormes de CO2, qui est un problème du point de vue du climat, etc. Donc la société a le droit de décider, par exemple, que ce type de voiture n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'il est réservé à une élite qui a beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'on peut, disons, décider que même si l'usage de la voiture SUV rend son propriétaire très heureux, c'est en contradiction avec les intérêts de la société dans son ensemble.
Je vous cite, Michael Levy, les décideurs de la planète, vous tapez d'ailleurs beaucoup sur les décideurs de la planète, semblent obéir au principe proclamé par Louis XV, après moi le déluge. Expliquez-nous un peu cette citation-là. Oui. Bon, l'origine de la citation est connue. C'est les conseillers qui avaient dit à Louis XV... C'est Madame de Pompadour même qui avait dit après nous le déluge. D'accord, bon, voilà, c'est cette idée, disons, d'une vision myope à court terme et qui, disons, ignore le danger qui se profile à moyen terme, disons, ou même à court terme. Non, on est confronté à une situation où on va à une rapidité croissante vers un abîme. Hein. Nous sommes tous passagers d'un train qui va à une vélocité croissante vers un abîme. Et malheureusement, ceux qui conduisent ce train, c'est-à-dire les élites dominantes, économiques et politiques et militaires, bon, elles ne s'intéressent pas au problème, ou alors elles proposent de peindre la locomotive en vert, ce qui ne résout pas les problèmes. Donc, on est devant une situation vraiment paradoxale, parce que au moment où la crise s'aggrave, et elle devient de plus en plus évidente, on voit dans les journaux tous les jours les incendies des forêts, les rivières qui sèchent, etc., la montée de l'eau de la mer, à ces moments-là, on voit s'installer un peu partout de chefs d'État qui nient tout simplement le problème, le négationniste, comme Donald Trump et beaucoup d'autres. Hein. Donc nous sommes dans une situation vraiment critique. Où est-ce que réside, selon vous, Michael Levy, le problème premier dans notre système et notre organisation économique? Est-ce que c'est d'abord du côté de la consommation, comme on l'entendait avec Marine Tondelier, ou est-ce que c'est notre modèle productif aujourd'hui qui nous conduit vers l'abîme que vous ouvrez ce soir? Les deux sont inséparables. Hein. Les modes de production et les modes de consommation, c'est deux faces de la même médaille. Hein. Et dans une large partie, la production produit la consommation, c'est à travers la publicité. C'est-à-dire, on crée un produit, après on essaye de l'imposer au public, qu'il soit utile, inutile. Donc, il faut en finir avec ça. Hein. La production, par exemple, produit l'obsolescence programmée. Hein. Les produits sont faits pour ne pas durer. Ce qui, du point de vue du producteur capitaliste est logique. Il a intérêt à vendre sa marchandise, donc il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Hein. Mais du point de vue de l'intérêt social et du point de vue écologique, c'est désastreux. Hein. Bon, tout ça fait partie de la logique du système. La logique du système, elle est intrinsèquement perverse, comme avait dit le pape François. Donc, elle est fondée, un seul critère qui est la maximisation du profit. Bon, et ce n'est pas la faute aux capitalistes individuels. S'il ne joue pas les jeux selon les règles du marché, il va être éliminé. Donc, ce que nous mettons en question, ce n'est pas les individus, c'est les systèmes. C'est la logique du système qui ne peut fonctionner que sur cette lutte de tous contre tous pour le part de marché, pour l'accumulation du profit, du capital. C'est ça qu'il faut changer. Et à cet égard, ce système peut nous mener très loin, hein, Michael Levy. Je vous cite une nouvelle fois. En tout état de cause, la continuation du progrès, il y a des guillemets autour de progrès capitaliste, et l'expansion de la civilisation fondée sur l'économie de marché menace directement à moyen terme la survie même de l'espèce humaine, dites-vous. C'est ça l'enjeu premier aujourd'hui, c'est de sauver l'espèce humaine. Oui, je pense. Toutes les espèces vivantes sont menacées, et la nôtre aussi. Hein, parce que si la température, à partir d'un certain stade, disons 2 degrés au-dessus de l'époque pré-industrielle, bon, elle va échapper à tout contrôle. Et s'accumulent les effets rétroactifs. Hein. Les incendies de forêt envoient du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 dans l'atmosphère augmente la température, donc plus d'incendies des forêts. Donc vous voyez, c'est des cercles vicieux comme ça qui s'accumulent et à certains moments, ça échappe à tout contrôle. Ça devient irréversible et ça peut amener à 2, 3, 4. Personne ne peut dire jusqu'où la température peut monter et personne ne peut dire sous quelle température la vie humaine ne serait plus possible dans cette planète. Hein. Alors, M. Elon Musk propose qu'on aille s'installer à la planète Mars. Je ne pense pas que c'est une proposition très intéressante.
Bon, restons-nous sur la planète Terre pour essayer de décortiquer ce que c'est que l'écosocialisme, hein, le concept au cœur de votre dernier ouvrage. D'où vient le mot déjà, écosocialisme? On comprend bien de quel terme il est forgé, mais d'où est-ce qu'il vient concrètement? Quand est-ce qu'il a surgi dans le débat public? Bon, il a surgi vers les années 80. D'abord, elle est employée par des penseurs de l'aile gauche du Parti vert en Allemagne. Je pense que c'est eux qui ont inventé les termes. Mais bon, après, le terme a essaimé. C'était l'idée que le socialisme de notre époque ne peut pas être simplement la continuation de ce qu'il a été pensé au cours du XXe siècle, parce qu'il y a un défi nouveau qui change la façon même de comprendre le socialisme. Par exemple, le socialisme ne peut pas être conçu comme on le disait il y a beaucoup de marxistes le disaient. Il faut changer les rapports de production qui sont devenus une limite, une barrière au développement des forces productives. Non, cette définition ne vaut plus. Hein. Donc il faut penser autrement le socialisme, en s'inspirant évidemment des écrits de Marx, de la tradition socialiste, dans ce qu'elle a de mieux. Mais il faut prendre en charge ces défis nouveaux, qui est la crise écologique, qui oblige de repenser autrement la question des forces productives, de l'appareil productif, du modèle de consommation. Il faut penser tout ça en d'autres termes à la lumière de cette menace inédite. C'est une menace inédite dans l'histoire de l'humanité. On va revenir sur les liens complexes, houleux entre marxisme et écosocialisme, hein, puisque Oui. vous les explicitez bien. Mais avant cela, vous dites aussi que l'écosocialisme est une économie morale. Il faut nous expliquer ce que c'est que l'économie morale. Oui. C'est un concept qui vient du XVIIIe siècle notamment. Et surtout, comment vous liez-vous à ce concept d'écosocialisme? Oui. Bon, c'est l'historien Hippie Thompson qui utilise ce concept pour parler de mouvements sociaux, de révoltes de foule au XVIIIe, au début du XIXe siècle en Angleterre, quand les peuples, les gens, surtout les femmes d'ailleurs, se révoltaient parce qu'elles trouvaient que le prix était trop élevé, mais c'était le prix du marché. La logique du marché voulait que les prix augmentent. Mais elle avait d'autres critères. Elle avait des critères, je veux donner du lait à mes enfants, un critère moral, disons. Et donc ces luttes visaient à imposer une économie morale contre les règles de l'économie du marché. Et je pense que l'écosocialisme aussi, c'est ça. Il fonctionne aussi certains principes éthiques, parmi lesquels la survie de l'espèce humaine est le premier, mais aussi la solidarité, l'égalité, la démocratie, etc. Donc, ces valeurs éthiques sont au cœur du projet écosocialiste. Je voudrais vous faire entendre la voix d'André Gortz, lui aussi appelé à un changement de paradigme. Et on l'écoute, il l'exprimait de la façon suivante. Le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins, mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir ça sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui va simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands. Il y a beaucoup de choses là aussi dans ce que vient de dire André Gortz. Je voudrais qu'on concentre un instant notre discussion sur ces deux notions-là, valeur d'usage et valeur d'échange. C'est marrant d'ailleurs, on a l'impression d'être retourné en plein 19e siècle et en plein débat d'économie de l'époque. Oui. Expliquez-nous là encore ce que ces deux notions veulent dire et pourquoi il faut substituer l'échange à l'usage. Oui. Bon, c'est Marx qui avait, disons, mis cette question au centre de sa critique de l'économie politique.
Bon, il disait qu'un objet, une marchandise quelconque, elle a une valeur d'usage. Bon, par exemple, cette chaise où je suis assis, bon, elle me sert à m'asseoir. Bon, et elle a une valeur d'échange. Je la porte au marché, je la vends, etc. Bon, donc, c'est deux choses différentes. Hein. Bon, Elle a une valeur pour vous-même et elle a une valeur pour ce qu'elle pourrait apporter à quelqu'un d'autre oui. dans une relation d'échange. Oui, non, c'est pas tellement ça, c'est pas une question. Ça, la valeur d'usage de la chaise, c'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui a besoin de s'asseoir, besoin d'une chaise. Et la valeur d'échange, c'est uniquement la valeur monétaire quand je la porte au marché pour la vendre. Hein. Donc, c'est autre chose. Donc, alors, le capitaliste produit des biens qui doivent avoir une certaine valeur d'usage, mais parfois elle est fictive. C'est une valeur d'usage fictive créée par la publicité qui vous convainc que vous avez besoin de ça, mais en réalité, vous n'avez pas besoin. Et ce qui intéresse aux capitalistes, c'est la vente de la marchandise et l'argent qu'il gagne et les profits. C'est sa valeur d'échange. Donc, dit André Gortz, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que dans une société non capitaliste, je dirais éco-socialiste, mais lui, il était pratiquement dans la même orientation. Il parlait d'un socialisme écologique, c'était la même chose. Mettrait au centre de la production des valeurs d'usage. C'est ça le critère principal, qui peuvent être vendues ou distribuées gratuitement. C'est la société qui va décider. Hein. Donc l'essentiel, c'est pas le profit qu'on peut tirer en le vendant, mais satisfaire des besoins des gens. C'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il disait au début de son propos lorsqu'il disait que le lien entre le plus et le mieux est rompu aujourd'hui? Oui, je pense qu'il a tout à fait raison, parce qu'on est submergé d'une quantité énorme de marchandises qui sont pour la plupart avec obsolescence programmée, d'autres qui sont totalement inutiles et beaucoup qui sont nuisibles directement, nuisibles pour la santé, etc. Donc, il y a cette accumulation des marchandises dont il faut, une bonne partie, il faut s'en débarrasser, et où il faut les produire autrement pour que les objets soient réparables, par exemple, qu'ils aient une longue durée. Ce qui, du point de vue du capitaliste qui les produit, est une mauvaise affaire, je le comprends. Hein. Donc, je mets en question, encore une fois, la logique du système, mais pas le fait que le capitaliste, évidemment, il veut que sa marchandise dure pas trop longtemps, etc. Ouais. Bon, je voudrais qu'on en vienne, Michael Lovy, aux frictions qui existent et qui demeurent entre marxisme et éco-socialisme. Hein, de la pensée marxiste, pour vous, s'il y a créé un impensé de ce qu'est véritablement l'écologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette pensée-là ne parvient pas à intégrer totalement ce que devrait être aujourd'hui une pensée écologiste radicale, pour Oui. employer vos termes? Non, je le dirais un peu autrement. Je pense que d'abord, chez Marx, il y a certaines intuitions importantes sur le fait que le capitalisme est un progrès destructif par rapport à l'environnement, mais ça n'allait pas très loin, parce qu'à son époque, la question ne se posait pas tellement. Bon, maintenant, dans le marxisme au XXe siècle, a prédominé une vision productiviste, c'est évident. L'Union soviétique est l'exemple flagrant, mais elle n'est pas le seul. Mais depuis quelques années, hein, on peut dire depuis la fin du siècle dernier, est apparu un courant qu'on peut désigner éco-marxiste, dont, par exemple, John Bellamy Foster aux États-Unis, ou Kohei Saito au Japon, ou Daniel Tanuro en Belgique, etc., sont des représentants. Donc il y a un courant éco-marxiste qui fait un bilan critique sur les limitations de la réflexion de Marx, sur le tournant productiviste du marxisme du XXe siècle, mais se réfère quand même à la tradition marxiste, la conception marxiste, par exemple de la planification, etc. Donc, c'est un marxisme écologique, si on veut. Hein. Donc, il n'y a pas nécessairement une contradiction entre écosocialisme et marxisme, mais il y a une contradiction, une rupture avec la façon, disons, dont le marxisme a été compris d'une façon productiviste, de façon dominante au cours du XXe siècle, avec des exceptions notables, dont je mentionne deux dans mon livre, qui sont Walter Benjamin et André Gortz, mais il y en a d'autres.
Je voudrais évidemment qu'on aborde la question de la réalisation et des possibilités de cet éco-socialisme. Et vous dressez dans votre ouvrage 10 commandements. Je voudrais qu'on en aborde certains. Le deuxième, pour ne pas commencer par le premier, ne pas croire aux adages, dites-vous, du système capitaliste. Quels sont ces adages? Ben, les adages, c'est que c'est la croissance. Il y a une véritable religion de la croissance chez les capitalistes. Et à tout prix. Hein. Et donc, tout doit être sacrifié à la croissance. La croissance devient une fin en soi et pas les intérêts objectifs des gens. Bon. Et puis, le marché lui-même, c'est une entité, une vache sacrée. On ne peut pas contrarier les règles du marché. Le capital, l'argent, enfin bon, il y a une série de dogmes, disons, du capitalisme qui sont imposés par tous les moyens, par le fonctionnement lui-même du système économique et par le pouvoir d'État qui le garantit. Cinquième commandement, c'est peut-être d'ailleurs le plus complexe à mettre en œuvre. Lier le social à l'écologie, dites-vous, c'est un point effectivement central, notamment quand on est conduit à penser la décroissance. Comment est-ce que la décroissance ne conduit pas elle-même à l'appauvrissement? Comment on parvient à lier ces deux notions de social et d'écologie? Oui. Bien. Alors, premièrement, il faut, nous les écosocialistes, nous travaillons à promouvoir la convergence entre l'écologique et le social. Bon, par exemple, quand nous disons il faut fermer une mine de charbon, parce que le charbon, c'est un désastre du point de vue écologique, du point de vue du climat, tout de suite, on propose que le personnel, les ouvriers qui travaillent dans cette mine, qu'on garantisse leur emploi, qu'on garantisse leur formation pour faire un autre travail, etc., qu'on ne les laisse pas abandonner dans la nature. Bon, donc pour nous, il faut mener ensemble ce bataille. Hein. Si on demande seulement la fermeture de la mine et on laisse les ouvriers abandonnés, c'est contre le principe de l'écosocialisme. Hein. Donc on essaie de promouvoir toujours ces convergences. Je vais donner un exemple maintenant en France. Il y a la question du fret. Les cheminots sont en train de mener une bataille pour sauver les frets parce que c'est très important du point de vue écologique, c'est très important que les marchandises circulent par les fret et pas par les camions qui émettent de gaz en grande quantité, beaucoup plus que le fret ferroviaire. Donc la bataille des cheminots pour défendre leurs outils de travail, leurs fret, est aussi une bataille écologiste. Et je viens de lire aujourd'hui, c'était une bonne surprise, que des associations écologiques se sont solidarisées avec les cheminots. Donc là, on voit une convergence qui commence à prendre place, et ça, c'est très important. Quelle relation l'écosocialisme entretient-il, Michael Lovy, avec l'utopie, avec ce concept-là? D'ailleurs, est-ce que vous décriez même le concept d'utopie, ou alors c'est même un excellent moyen pour penser l'avenir? Oui. Bon, l'utopie, je la prends au sens large, hein, c'est-à-dire tout ensemble d'idées qui rejettent le système existant et propose un autre mode de vie. Hein. C'est ça l'utopie. Et je pense que tout mouvement social, tout mouvement de transformation a besoin d'un horizon utopique, hein, a besoin d'une proposition. Qu'est-ce que nous voulons? Par quoi nous voulons remplacer les systèmes actuels? Sinon, ils ne sont pas crédibles. Hein. Si on se limite à critiquer le capitalisme et ses perversités, bon, on reste à mi-chemin. Donc, il faut avoir quelque chose à proposer à la place du capitalisme. Et donc, c'est ça que nous appelons l'utopie écosocialiste. Voilà. Est-ce qu'il vous semble, Michael Lovy, que d'ailleurs, à travers vos voyages, à travers vos rencontres, à travers la jeunesse, dont je sais que vous la rencontrez régulièrement dans différents contextes, est-ce qu'il vous semble que l'écosocialisme gagne en terrain et en idées? Oui. Si je compare avec il y a 10 ans ou 20 ans, c'est évident qu'il y a un intérêt beaucoup plus grand aujourd'hui pour l'écosocialisme. Qu'est-ce qui résiste alors encore aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce qui résiste encore aujourd'hui quand on dresse quand on se rend compte plutôt du hiatus énorme qui existe entre la réalité du changement climatique que vous décrivez et l'absence peut-être d'engouement pour une pensée complexe comme celle-ci? Oui. Bon,
il y a le problème qu'une bonne partie de la gauche raisonne encore en termes productivistes, la croissance, le PIB, etc. Ou le développement, bon. Et il y a une partie des écologistes qui pensent qu'on peut trouver encore des solutions dans le cadre de l'économie des marchés, entre guillemets. Bon. Donc, on a un travail pédagogique de convaincre nos camarades écologistes qu'il faut penser à des solutions anticapitalistes et nos camarades socialistes qu'il faut penser à des solutions qui ne soient pas productivistes. Voilà, donc c'est un double travail qu'on a à faire. Et bien, donc, mais ce qui compte, à notre avis, plus que la pédagogie que nous avons, c'est la pédagogie de la pratique. C'est-à-dire, c'est dans les mouvements sociaux, dans les grèves, les luttes, etc., que les gens pourront, nous espérons, prendre conscience de la nécessité d'un changement de paradigme. Merci, Michaël Levy. Je rappelle que vous êtes chercheur émérite au CNRS. Je rappelle le titre de votre ouvrage également, Étincelle éco-socialiste, qui est paru aux éditions Amsterdam. Merci d'être venu nous présenter ce concept d'éco-socialisme.